Bien, suivant la tradition, je reçois maintenant Marc Dem. Vous savez que nous avons un rendez-vous hebdomadaire et téléphonique. Bonsoir Marc. Bonsoir Serge. Quelle bonne nouvelle allez-vous nous donner qui soit extraite de votre lettre confidentielle d'information religieuse? Eh bien, vous m'avez demandé une bonne nouvelle et deux mauvaises, si j'ai bien mon souvenir ou le contraire. C'est plutôt le contraire. Je vais vous en donner donc une mauvaise et deux relativement bonnes. Bon, ben voilà, c'est bien. Commencez par la mauvaise, qu'on ait le temps d'oublier. Oui, alors voilà, elle est double. D'abord... Ah, vous trichez, là, si vous donnez une double mauvaise nouvelle. Et elles vont très bien ensemble. D'un côté, au CELAM, à la conférence épiscopale d'Amérique latine, un évêque a suggéré qu'on ne soit plus obligé d'aller à la messe le dimanche, mais qu'on puisse aller à la messe le jour de semaine que l'on veut. Ce qui est la meilleure façon pour qu'on n'y aille plus du tout. Mais ce qui est gênant, c'est que cet évêque est Monseigneur Kloppenburg, que vous connaissez, je pense bien, qui est un des prélats brésiliens, et il n'y en a pas des masses, les plus solidaires de Rome. Alors, on se demande s'il a d'abord demandé l'avis de Rome avant de faire sa proposition. Et ce qui marche un petit peu avec, si vous voulez, c'est les évêques français alors à Lourdes. Non, ce n'est pas ça, c'est le Conseil des Églises chrétiennes en France qui s'est réuni pour changer le credo, changer la traduction du credo, pour qu'il soit plus œcuménique. Alors, évidemment... Donc il n'y aura plus de même nature. Voilà. Il y a le mot homoousios il cherche la traduction, il n'en trouve pas pour l'instant. On en a une, ça leur plaît pas. Ça ne leur plaît pas, donc ils en cherchent une autre. Ouais. Bon, le mot catholicos, c'est gênant aussi. Ah oui, c'est vrai. Oui. Le filioque, bien entendu, c'est très gênant. Oui. Alors, quand Jésus est descendu aux enfers, ça aussi, ils ne savent pas comment l'expliquer. Et puis, on ne dirait plus « je crois en Dieu », mais « nous croyons en Dieu », ce qui serait collectif. Ce qui est complètement idiot d'ailleurs, parce que je peux pas répondre de ça en ce qui concerne mes voisins, par exemple. Oui. C'est tout, enfin, tout ça est... Oui. Mais moi, il faudra qu'on pense à écrire un nouveau credo du genre, je crois à l'horoscope, aux voyantes, au loto, je crois que je vais gagner au millionnaire. À mon avis, ça devrait faire un tabac, ça. Ça devrait faire un tabac, ça serait certainement très œcuménique. Puis en plus, ça plairait aux évêques. Avez-vous alors maintenant deux bonnes nouvelles ? Bon, eh bien, Bologne, qui est la Babylone d'aujourd'hui, comme vous le savez, Bologne a un cardinal qui s'appelle le cardinal Biffi, et qui a dit quelque chose d'extraordinaire à notre époque. Il a dit que les commandements de Dieu, ça existe toujours, et que si on veut les suivre, eh bien, tout ira mieux, la société sera meilleure, et ils sont, a-t-il ajouté, ne craignez pas, ils sont encore valables pour tout le monde. Bon, ça c'est une bonne nouvelle, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on nous dit des choses comme ça. Comment il s'appelle? Biffi. Biffi. Monseigneur Biffi. Eh ben écoutez, il faut retenir son nom. Ça en fait un de plus qui est bien, mais malheureusement ils sont outre quoi, comment dit-on? Outre-Alpes. Outre-Alpes. Ben, en général, on entend des choses plus nettes, plus catholiques, oui. Dans des pays comme l'Italie. C'est parce qu'ils sont à portée de crosse. Mais en Espagne aussi. En Espagne aussi, ils disent des choses extraordinaires. Bon, par exemple, pour les prochaines élections, ils disent que voter socialiste, c'est un péché. Ça, c'est net au moins. Oui, mais enfin en France, je veux dire que voter Chirac, c'est pas... ou Giscard. Hein. Voilà, enfin. On est un aussi. Et la dernière bonne nouvelle? La dernière, elle est plutôt curieuse que bonne, si vous voulez. C'est cette extraordinaire ville enterrée, une ville souterraine, qui a été fabriquée par une secte depuis 15 ans. Et c'est quelque chose d'énorme, avec des portes qui s'ouvrent, des portes blindées dans les couloirs, dans les galeries, jusqu'à 30 mètres de profondeur, qui s'ouvrent par télécommande, et le tout qui est destiné à l'ésotérisme. C'est une communauté religieuse. C'est la Gartha, votre histoire? Comment? C'est la Gartha? C'est la ville secrète, la ville cachée, la ville souterraine? Oui. Oui, et ça se passe où, cette affaire-là? Ça se passe dans le Piémont, dans la montagne, au bord de la montagne, tout près d'Ivray. Marquez, l'avantage, c'est que pendant qu'ils creusent, ils vont pas au café, quoi. Alors, ce qui est assez amusant, si vous voulez, c'est que cette ville qui peut recevoir 300 résidents, c'est énorme, eh bien, elle
on a fini par le découvrir. Le procureur de la République s'est transporté sur les lieux et a prononcé... En voiture ou par lévitation? Parce que votre histoire est tellement folle. Et alors, il a mis les scellés. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'avait pas de permis de construire. Ils ont dit, je ne savais pas qu'on avait besoin d'un permis de creuser. C'est inquiétant, votre histoire. Bon, bah écoutez, voilà, merci. Alors, je rappelle que ces informations et beaucoup d'autres peuvent être retrouvées dans Iota Unum, qui est la lettre confidentielle d'information religieuse que Marc Demme publie, dirige, écrit et expédie en compagnie de toute petite équipe essentiellement constituée d'ailleurs de mademoiselle Bénédicte Demme. Non, il y en a 3 maintenant. Ah, il y en a 3. Toute la bande à Demme. Toute la bande y travaille. Et c'est remarquable parce que c'est à la fois intéressant, réjouissant, parfois un peu attristant. Ça permet de se tenir au courant de ce qui se passe dans l'Église, d'avoir un bon aperçu de la réalité de l'administration ecclésiale en France et en Europe même. Et on peut se procurer ça en écrivant boîte postale 52 78 101 Saint-Germain-en-Laye CEDEX. Le nom de la revue, je le rappelle, de la lettre, c'est Iota Unum. Merci Marc, à la semaine prochaine. Bonsoir Serge. Alors je suis face à mes auteurs. Je voudrais faire une petite mention préalable. Personne ne m'a demandé de le faire, mais j'aime bien le rappeler de temps en temps. Les propos qui sont tenus dans cette émission n'engagent que moi quand c'est moi qui les tiens et mes invités quand c'est eux qui les tiennent. Et le fait qu'un invité vienne dans cette émission après un autre ne signifie en rien qu'il adhère aux propos tenus par l'autre. Par exemple, je ne sais pas ce que pense M. Antier sur le plan religieux ou sur le plan politique, et je ne sais pas pour ça que je l'ai invité, mais le fait qu'il s'exprime maintenant ne signifie pas qu'il contresigne les propos de Bernard Anthony. C'est la même chose pour Pierre Châtillon-Saint-Hilaire ou pour Marc Burgard. Même le fait que je reçoive quelqu'un ne veut pas dire forcément que j'adhère à ce qu'il dit. On me reproche souvent de recevoir des gens inattendus ou bizarres. Je ne me sens pas obligé de ne recevoir que des gens avec qui je suis en tout cas, on vous félicite de condamner la violence. D'où qu'elle vienne. Je déteste donc la on violence. peut très bien apprécier... Voilà. Je déteste la violence. Je la supporte quand je suis du bon côté. Par exemple, quand il s'agit d'une gifle, je préfère nettement la donner que la recevoir, vous voyez. Mais en général, j'aime pas. Jean-Jacques Antier, vous venez de publier à propos de violence un livre sur un événement d'une violence terrible, d'une violence historique, matérielle et morale terrible, puisqu'il s'agit de cette tragédie de l'histoire de France qui a été le sabordage de la flotte de Toulon en 1942. Alors c'est un événement sur lequel on croit tout savoir. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été publiées, de travaux historiques qui ont été publiés sur le sabordage de la flotte de Toulon. Et on peut se demander ce qui vous a inspiré ce sujet. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer là-dedans? Eh bien, c'est le cinquantenaire de l'événement qui s'est produit le 27 novembre 1942. Donc nous sommes dans le cinquantenaire et on m'a demandé d'écrire ce livre pour essayer de... Parce que les derniers qui ont été publiés il y a 30 ans. Il y a beaucoup de livres sur le sabordage, mais c'est les auteurs qui étaient de bons auteurs, comme commandant Vulliez ou d'autres, n'avaient pas les éléments. Ils n'avaient pas les archives allemandes, par exemple. Moi, j'ai vu toutes les archives allemandes, tous les ordres. Donc, c'était normal qu'on fasse une mise au point et on a trouvé beaucoup de choses. Quelles sont, alors, vos sources? Ce sont donc, vous nous avez dit les archives allemandes d'une part, les archives de guerre, et j'imagine aussi les archives civiles, les archives de l'administration. Les archives, d'abord, j'ai dépouillé tous les rapports des officiers généraux et commandants de bâtiments. Ça représente quelque chose de gigantesque, puisqu'il y avait 30 000 marins à Toulon, 150 bateaux. J'ai dépouillé les rapports confidentiels du gouvernement français et du gouvernement allemand. Et il y a eu des centaines de témoignages, puisque il vit encore heureusement, il vit encore 10 ou 15 000 marins qui ont vécu le sabordage. Ça fait, vous voyez, beaucoup de monde, on pouvait faire quelque chose de bon. Et n'oubliez pas qu'il y a 30 ans, tous ces marins
ne pouvaient pas parler, ils étaient tenus à une certaine obligation de réserve. Tandis que maintenant, ils ont 70, 80, 90 ans, ils sont tout à fait détachés et ils disent comment ça s'est passé. Et je pense qu'ils ne pouvaient pas le dire complètement il y a 30 ans. Alors, on ne va pas essayer de résumer en quelques minutes un livre qui fait presque 400 pages. Mais la grande question qui reste présente dans l'inconscient collectif français, c'est ce sabordage a-t-il été un acte d'honneur ou un acte de trahison face à l'histoire? Moi, je considère qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. J'aurais souhaité qu'ils appareillent, bien entendu. Mais appareiller... Parce que, pardon, ils avaient la possibilité d'appareiller pour Alger, par exemple. Absolument. Ils pouvaient très bien appareiller, et jusqu'à la dernière minute, ils pouvaient appareiller, et ceux qui disent le contraire, ce sont ceux qui n'ont pas vraiment étudié la question. Donc ils pouvaient appareiller. Plus le temps passait, plus il y avait de risques, puisque vous savez que les Allemands survolaient, ils avaient occupé les aérodromes, mais ça a commencé, les Allemands ont envahi la zone libre le 11 novembre, et le sabordage est du 27 novembre. Donc vous voyez, il y avait largement de quoi. Et quant aux événements d'Alger, aux combats d'Alger, où les Français d'Alger se sont bagarrés avec les Américains qui débarquaient, ça n'a duré que 4 jours. Donc on pouvait très bien attendre que ça se décante et appareiller et puis rejoindre. Moi, c'est ce que j'aurais souhaité. Et on peut dire que tous les marins français qui ont échappé à ce drame l'auraient souhaité. Mais dans la mesure où ils n'en avaient pas l'ordre, eh bien, on ne voit pas comment ils auraient pu le faire. On ne voit pas comment. Alors, il y en a qui l'ont fait. Il y a eu 5 sous-marins qui ont appareillé. Il y a quand même eu 5 sous-marins. Il y en a un qui s'est sabordé, mais il y a eu 4 sous-marins. Un est allé en Espagne, l'Iris, se faire interner, mais il y en a 3 qui ont rallié Alger. Bon, c'est des actes qui sont honorables. Je ne les condamne pas du tout. C'est beau, hein, c'est beau. Ça aurait été malheureux si ça ne s'était pas produit. Mais il faut dire que c'était de très jeunes officiers. Quand on est un amiral à 2, 3, 4 ou 5 étoiles comme l'amiral de Laborde, on hésite un petit peu. On hésite un petit peu. Et moi, je ne peux pas condamner des hommes qui avaient un ordre renouvelé de leur gouvernement de ne pas livrer leurs bâtiments, que ce soit aux Anglais ou que ce soit aux Allemands. Par contre, ça aurait été abominable si la flotte avait été capturée par les Allemands. Ça aurait été une chose abominable. Ça ne s'est pas produit, donc le sabordage, eh bien, c'est un moindre mal. Voilà ce qu'on peut, moi, ce que je dis, bien que dans mon livre, je ne cherche pas à donner mon point de vue, mais vous m'interrogez, je vous le donne. Moi, je cherche surtout à raconter des faits et à dire pourquoi il était très difficile qu'il en fût autrement. C'est-à-dire qu'il était très difficile qu'ils appareillent. J'ai entendu récemment un amiral qui dit ce sont tous des cons, ils auraient dû appareiller. Mais on voit bien qu'ils n'étaient pas à leur place. N'oubliez pas que tous ces hommes avaient prêté serment au maréchal Pétain, qui était le chef de l'État. Le serment avait été renouvelé. Tous les officiers avaient prêté le serment à l'amiral de Laborde, qui commandait la flotte. Bon, alors, voilà, il y en a qui diront que je suis vieux jeu. Quand on a prêté serment, on peut faire une croix et puis faire une restriction mentale. Enfin, bon, il se trouvait que notre marine était une marine de gens obéissants. Et j'ajoute que si on leur avait dit d'appareiller pour rallier les Américains, il l'aurait fait d'une façon absolument unanime, y compris l'amiral de Laborde qui détestait les Anglais. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Et j'en donne de nombreuses preuves par des témoignages. Justement, quelle est la cascade des ordres? Parce que bon, le dernier ordre, c'est celui qui émane de l'amiral de Laborde lui-même, qui dit saborder la flotte. Mais lui-même tient ses ordres de qui? Il y avait un ordre permanent du gouvernement, et même beaucoup plus haut du maréchal Pétain, mais enfin du gouvernement, je veux dire du ministre de la Marine, qui était l'amiral Abrial. L'ordre était de ne pas livrer la flotte à un étranger, quel qu'il soit, allemand ou anglais. Anglais ou américain parce qu'on en attendait un débarquement. Donc le gouvernement avait très peur, qu'il se livre, car c'était ce qui venait de se passer en Afrique du Nord. Mais il y avait quand même une sérieuse différence entre l'Afrique du Nord et Toulon. C'est que Toulon, on avait les Allemands sur le dos.
pas. Donc c'était très facile. Vous voyez la différence. On était absolument pris entre l'arbre et l'écorce, et il y aurait eu un carnage abominable. Et alors c'est là où d'ailleurs j'ai retrouvé des documents absolument saisissants qui étaient d'un ordre allemand. S'il y avait la moindre résistance, d'anéantir Toulon et la flotte. Et les bombardiers lourds qui étaient à Istres, c'est-à-dire à côté, un quart d'heure de vol de Toulon, étaient prêts à tout raser s'il y avait eu une résistance. Une résistance où imaginons un débarquement anglais à ce moment-là. Heureusement, il n'y a pas eu de débarquement anglais parce que Toulon, c'était une poudrière. Et il n'y avait aucune comparaison avec Alger. Avec Alger, il y avait pas, les Allemands n'étaient pas à Alger. Voilà la différence. Parmi les personnages qui peuplent votre livre, qui sont des personnages historiques, puisque c'est un livre historique, c'est pas un roman, je précise, quel est celui qui vous paraît le plus grand dans la tragédie? Je vous pose cette question en pensant au livre de Figueras, Les Amiraux dans la tourmente, qui raconte le calvaire qu'ont vécu ces hommes après la libération, et donc quand ils ont été épurés, condamnés, dégradés, condamnés à l'indignité nationale, dans des conditions absolument effroyables. Mais avant, alors là on voit la grandeur de ces hommes dans le malheur, dans la détresse, dans l'abandon, dans le dénuement. Mais avant, est-ce qu'il n'y a pas quand même chez les gens comme Abrial ou chez Laborde ou d'autres, une espèce de morgue, une espèce de refus de comprendre la situation qu'on trouve parfois chez certains très hauts gradés, qui sont déconnectés de la réalité? Moi, je crois que on a affaire. Il faut se replacer. Les jeunes ne peuvent pas comprendre ce que c'était. Il faut se replacer dans la situation de l'époque. La France était occupée militairement et je répète que le 11 novembre, les Allemands venaient d'occuper la zone libre parce qu'ils attendaient un débarquement allié sur les côtes de Provence. Pardon, je vous interromps une seconde parce que cette occupation de la zone libre, elle était contraire aux accords et à l'engagement solennel d'Hitler. Donc, à partir du moment où Hitler rompait son engagement en envahissant la zone sud, on pouvait penser que les amiraux de la flotte se sentiraient dégagés de leur serment, puisque un traître ennemi, je dirais. Oui, mais je suis pleinement de votre avis, mais ils attendaient l'ordre de leur gouvernement. Ouais. Et je peux vous dire que le maréchal Pétain, quelques jours avant l'affaire, a reçu l'amiral de Laborde qui est venu à Vichy. Il est venu dans un petit avion et le maréchal lui a confirmé l'ordre. Et le maréchal avait reçu précédemment l'amiral Offand, qui était le ministre de la Marine, qui venait de démissionner. Et l'amiral Offand, donc ça c'était à peu près dans l'intervalle, aux environs du 12 ou 13 novembre, l'amiral Offand, ministre de la Marine, dit au maréchal: il faut partir, monsieur le maréchal, j'ai amené un avion de la Marine, il vous attend sur l'aéroport. Voilà les faits. Et Pétain a dit: moi je regrette, mais j'ai promis aux Français de ne pas partir, et je ne partirai pas, je resterai. Oui, ça je comprends bien. La suite de quoi, Offand a démissionné. Je comprends bien le refus de Pétain de partir. Oui. Il avait engagé sa personne, il avait fait don de sa personne à la France, il n'allait pas reprendre, mais c'est dommage. Vous imaginez Pétain gagnant l'Afrique du Nord ou embarquant à bord du cuirassé Strasbourg, mais il aurait reçu un accueil triomphal. Ouais, il aurait probablement été assassiné comme Darlan. Il aurait peut-être été assassiné comme Darlan, mais en fait, je rêve, parce que il y avait une telle haine entre le parti gaulliste et le parti qu'on peut appeler pétiniste, si vous voulez, c'est-à-dire ceux qui étaient pour le gouvernement de la France de cette époque, il y avait une telle haine, n'oubliez pas qu'on se condamnait à mort réciproquement, que ça paraît, c'est une utopie d'imaginer qu'il pouvait y avoir ce retournement. D'abord, c'était tout à fait contraire à la mentalité du maréchal Pétain. De même que De Gaulle, vous imaginez pas De Gaulle faisant une concession, vous n'imaginez pas De Gaulle, ce sont des personnages entiers, et ils sont comme ils sont. Personnellement, je ne les juge pas. Je dois dire d'ailleurs que pendant la guerre, j'avais 12 ans, j'étais plutôt pour De Gaulle, mais il est vrai que quand j'ai commencé à réfléchir, on était déjà à la Libération, j'avais pas beaucoup de mérite à être gaulliste. À ce moment-là, tous les Français, vous savez, se sont devenus un petit peu gaullistes à ce moment-là. Bon, mais je ne veux pas me mettre en avant dans cette affaire, j'essaye de comprendre leur point de vue. Moi, je dis qu'on avait affaire à... il y avait 30 000 marins, il y avait 3 000 officiers, ils avaient prêté un double serment, l'un au chef de l'État et l'autre
Alors amiraux, alors commandants. Bon, il y avait l'amiral Abrial, qui était le ministre de la Marine, qui avait succédé à Offan lorsqu'il avait démissionné, est venu à Toulon. Quelques jours, le 20, je crois, vous voyez, 8-10 jours avant. Il lui a dit, c'est très clair, vous installez les charges pour faire sauter les bateaux, alors là, ce qui est lamentable, c'est que, évidemment, les amiraux français ont cru à la parole des Allemands. Les Allemands les ont complètement roulés dans la farine. Relativement, parce que finalement, les bateaux se sont sabordés. Mais enfin, on a cru, les Allemands avaient promis de ne pas envahir Toulon, à condition que Toulon se défendre s'il était attaqué par les Anglais. Mais le problème ne se posant même pas, puisque les Anglais n'avaient aucune envie de venir, les Allemands nous ont roulé dans la farine. Mais d'ailleurs, il y avait même un plan, le plan Lila, l'opération Lila existait depuis des années de capture de Toulon et de la flotte. Ils nous ont roulé dans la farine. Mais je ne leur en veux pas. Ce sont des gens qui font la guerre. Bon, faire confiance à Hitler, c'était quand même un petit peu naïf. Bon, voilà tout ce qu'on peut dire. Bon, un auditeur nous dit une chose, pardon de vous couper. De Gaulle s'est réjoui sur le moment du sabordage de la flotte, mais revenu en France, il a fait condamner l'amiral de Laborde qui avait commandé ce sabordage. Justement, alors puisqu'on évoque la personne de De Gaulle dans cette affaire, comment apparaît-il De Gaulle, je peux vous dire que De Gaulle était, Maurice Schumann me l'a dit, De Gaulle était absolument désespéré. Absolument. Bien entendu, il aurait voulu que les bateaux le rallient, c'est évident. Mais par contre, si les bateaux avaient été livrés, alors De Gaulle serait devenu fou. Mais c'était une étonnante méconnaissance de l'esprit de la marine, enfin de la royale, parce que de croire que des amiraux pouvaient rallier un colonel d'infanterie ou un colonel d'artillerie, c'était vraiment méconnaître totalement. Mais de toute façon, il n'y en a pas, car l'amiral Muselier, qui est le seul amiral de l'époque, le seul amiral qui avait ses étoiles en 40, était un amiral à la retraite. Il n'y a pas eu un amiral d'active, un officier général qui a rallié. Bon, mais ça, ce sont des considérations politiques. Moi, je préférais rester dans les considérations techniques, et voilà comment ça s'est passé. Alors, justement, considération technique. Vous êtes historien, mais vous êtes surtout ancien correspondant de guerre naval, et vous êtes un historien de la marine. Vous avez écrit beaucoup de livres sur la marine, beaucoup. Donc, je pense que vous pouvez faire une espèce d'extrapolation pour qu'on comprenne bien ce qu'a représenté le sabordage dans l'histoire de la marine française. Est-ce que ça a été une catastrophe irréparable, ou est-ce que ça a été au contraire une chance de renouveler complètement, si j'ose dire, le parc de la flotte? Quelles sont les conséquences à 10 ans ou à 15 ans du sabordage? Les conséquences de l'époque étaient immenses. Aujourd'hui, bien entendu, ces bateaux n'existeraient plus. Mais premièrement, la flotte était la dernière carte du gouvernement français. C'est très clair. Jusqu'au moment où il y a eu la flotte, les Allemands ne sont pas entrés. Ou bien alors, ils sont entrés dans la zone libre pour l'attraper, pour sauter dessus. Mais c'était la dernière carte de la France. Pourquoi? Eh bien, parce que, n'oubliez pas qu'à l'époque, les Italiens étaient alliés avec les Allemands, et il y avait un équilibre en Méditerranée très très tangent. Les Italiens avaient une flotte très puissante, et les Anglais avaient une flotte beaucoup moins importante en Méditerranée, parce qu'ils étaient obligés de défendre leurs côtes. Et là, où allait aller la flotte française? C'était tout le problème. C'est de même que c'est le problème de Mersel-Kébir. Et c'est pour ça que Churchill était effrayé. Le fait que la flotte... Vous avez fait d'ailleurs un livre qui s'appelle Le drame de Mersel-Kébir. Le drame de Mersel-Kébir, qui est sorti il y a 2 ans. C'est le même problème, vous comprenez? Si la flotte était passée entre les mains des Allemands, ça pouvait complètement modifier. N'oubliez pas que c'était l'époque où Rommel se battait en Libye et dans les déserts de Cyrénaïque. Donc c'était très important où allait passer la flotte. Et d'autre part, si la flotte ralliait les Alliés, c'était très embêtant pour les Allemands. Ça pouvait représenter des années de guerre en plus ou en moins. Voilà ce qu'on peut dire. Bon, d'autre part, vis-à-vis du général de Gaulle, évidemment, il n'avait que quelques rares bateaux. S'il avait pu avoir ces bateaux, mais avec en essayant d'avoir aussi les équipages, parce qu'il faut des gens pour le monter, c'était capital, c'était très important que si De Gaulle avait pu avoir les bateaux, c'était la place de la France qui revenait dans le combat, et ça c'est quand même important. Voilà la réponse à votre problème. Alors évidemment les bateaux 10 ans après ils ont été démodés, on en a reconstruit d'autres, mais il faut se replacer au moment de l'affaire. Alors maintenant sur le plan humain, est-ce que ça n'a pas été
pour la marine française, pour la tradition de la Royale, un coup terrible dont la Royale ne s'est jamais relevée. Ça a été un coup terrifiant. Terrifiant. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette affaire, car il faut essayer quand même de voir les côtés positifs et les côtés humains. Il y avait 30 000 marins armés jusqu'aux dents, dans un arsenal maritime. Tous les bateaux étaient bourrés de munitions. Les canons, tous les canons à terre étaient bourrés de munitions. Il y avait 12 000 Allemands qui avaient l'ordre de rayer la ville de la carte s'il y avait la moindre résistance. Il y avait en l'air des centaines d'avions de la Luftwaffe, il y avait en Italie des bombardiers lourds italiens qui s'apprêtaient à prendre l'air, il y avait des sous-marins allemands qui patrouillaient au large pour nous torpiller si on essayait de sortir. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette affaire, moi, ce qui m'émerveille, c'est que, alors qu'il y aurait dû y avoir un carnage, eh bien, il n'y en a pas eu. Les marins français ont obéi au doigt et à l'œil. Ils n'ont pas appareillé, je le regrette, je vous l'ai dit, mais ils n'ont pas, il aurait pu y avoir un carnage, ils auraient pu sauter sur les Allemands. Enfin, vous imaginez les Allemands qui montent à bord de leur bateau, c'était quand même assez violent, mitraillette au point. Il y a eu 10 morts, mais français, il y a eu un mort allemand. D'ailleurs, il faut d'ailleurs dire, c'est assez amusant, si on peut, entre guillemets, que le mort allemand l'avait pris pour un Anglais. Bon, fermez la parenthèse. Mais les 10 morts français, ils ont surtout été... Il n'y en a qu'un seul qui a été tué par un Allemand parce qu'il s'était rebiffé. C'est le seul qui a désobéi, si j'ose dire, parce que l'ordre du gouvernement français, c'était « ne vous défendez pas, faites de la défense passive pour pouvoir retarder et saborder vos bâtiments, mais surtout, tirez pas sur les Allemands. Ça serait un carnage. » Et c'est extraordinaire. Il y a eu une obéissance totale. Alors que ces hommes étaient désespérés, mettez-vous à la place d'un marin, on lui demande ils bichonnaient leur bateau depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, imaginez ces officiers mariniers, ces officiers qui étaient à bord, c'était leur passion, et on disait, allez, vous coulez ça, vous mettez des charges de dynamite dans les armes des canons, vous ouvrez les vannes, vous les faites couler, et ils l'ont fait, ils ont débarqué, et je peux même vous dire que ça a été beaucoup plus loin, puisque les Allemands étaient tellement stupéfaits que dans certains cas, ils rendaient les honneurs. C'est incroyable. Il y a eu des Allemands qui ont rendu les honneurs aux marins français. C'est-à-dire que les Allemands avaient une peur atroce. Vraiment, même les SS, il y avait une compagnie de SS qui en voulait, et puis qui aurait fait usage de ces armes. Mais ils avaient une peur effroyable, car c'était un piège, c'était terrifiant ce qu'on leur demandait. Il n'y a pas d'exemple historique. Dans l'histoire, il n'y a pas d'exemple où on envoie des gens dans un pays qui était hors de la guerre, qui était neutre, car les Français étaient quand même n'étaient pas alliés avec l'Angleterre. Il n'y a pas d'exemple. Et ça s'est passé d'une façon extraordinairement régulière, alors que la passion aurait dû l'emporter chez les marins français. Et je répète, il aurait dû y avoir un carnage. La ville de Toulon aurait dû être détruite. Et il n'y a rien eu. Ça s'est aussi bien passé que possible. Merci Jean-Jacques Antillet. Je rappelle le titre de votre livre, La flotte se saborde, Toulon 1942. C'est publié par les presses de la Cité. Alors beaucoup d'appels encore. Un auditeur dit, vous ne parlez pas de Marcel, force de le dire pour rire, je finis par le dire pour de vrai, de Marcel Kébir. Si, j'en ai parlé à la minute. Vous en avez parlé. Marcel Kébir explique Toulon, parce que si les Anglais n'avaient pas massacré la flotte française à Toulon, la flotte ne serait pas venue se réfugier à Toulon. Elle aurait été à Alger, et aujourd'hui, et elle n'aurait pas été sabordée, mais c'est évident que ça se tient. Alors une auditrice nous dit, j'ai assisté au sabordage, le Casabianca effectivement a pu passer, le célèbre sous-marin Casabianca, il y avait des filets pour empêcher les bateaux de sortir, les officiers français ont été faits prisonniers, on ne pouvait rien faire d'autre. Un auditeur dit, en 1942, on ne pouvait pas prévoir la fin de la guerre, et si Hitler avait eu la bombe atomique avant les Américains, les Allemands auraient gagné la guerre, ça effectivement c'est probable. Oui. Une auditrice dit, s'il y avait eu un ordre pour que les bateaux s'en aillent,
il y aurait eu des représailles, ce que vous nous avez expliqué. Il y aurait eu des représailles des Allemands, oui, c'est certainement. Et en 42, dit un auditeur, j'étais hier dans le Var, au 24e BCA. Quelques jours avant le sabordage, nous avons été réunis et le bruit circulait que nous allions être embarqués pour passer en Afrique du Nord. Avez-vous eu connaissance de ce projet? Non, il y a absolument, vis-à-vis le gouvernement de Vichy, le gouvernement français, a toujours eu une politique absolument logique. Il n'y a jamais eu de tractation, en aucun cas. Mais il faut quand même dire que l'amiral Darlan, qui était le numéro 2 du régime, avait retourné sa veste. Et ça avait soulevé des espérances. On s'était dit, l'amiral Darlan est d'accord avec le gouvernement de Vichy, mais malheureusement, il y a eu des messages secrets qui ont été envoyés. On a fait dire à Darlan, on vous comprend, le maréchal vous approuve secrètement, il sait bien que vous ne pouvez pas faire autrement, mais on est obligé de vous condamner totalement, parce que sinon il y aura des représailles. Nous, on n'est plus libres. Voilà les faits. Merci Jean-Jacques Antier. Une dernière fois, la flotte se saborde, Toulon 1942, c'est le titre du livre, l'éditeur de Presse de la Cité. Et je rappelle que vous êtes l'auteur, vous êtes un écrivain marin, est-ce qu'on dit écrivain marin, oui, écrivain maritime. Vous avez écrit, c'est énorme, votre œuvre est considérable. Il n'y a pas que de la marine, et il y a également, je le disais tout à l'heure, un très beau livre sur Marthe Robin, Le voyage immobile. Et je suis heureux qu'on ait parlé de Marthe Robin avec vous on avait fait une émission il y a un an sur ce très beau livre dont je recommande la lecture, car Marthe Robin est vraiment un personnage. Plus j'avance dans sa connaissance, plus je suis plus qu'intrigué. Je préfère écrire sur Marthe Robin que sur le sabordage. Oui, mais ça c'est votre plaisir et votre travail, c'est le sabordage. Et ça ne se sent pas à la lecture. Merci Jean-Jacques Antier. Alors maintenant, on change complètement de sujet, sans transition, comme dit l'autre, pour recevoir Pierre Châtillon-Saint-Hilaire. Alors, ce qui me frappe, parce que Pierre Châtillon-Saint-Hilaire est ici depuis quelques minutes, et ce qui est frappant, c'est qu'il nous donne l'impression d'observer le monde qui l'entoure avec un sourire dont on ne sait pas si c'est un sourire triste, amusé, accablé. C'est en tout cas le sourire de l'homme d'humeur, le sourire du pamphlétaire, ou plutôt de l'auteur de contes philosophiques, parce que Apocalypse Charlie, c'est un peu ce qu'on appelait il y a 2 siècles un conte philosophique. Oui, je vais déjà répondre, je souriais, je ne voulais pas sourire à l'évocation de ce qui a été un drame, le sabordage de la flotte française à Toulon en 1942, mais je pensais bien que c'était pas pour ça que vous souriez. Alors, ce quoi je souriais, j'essayais d'imaginer ce qui se passerait maintenant avec la contribution primordiale dans notre vie politique, l'arrivée des énarques. Alors, les armes, comme vous savez, on ne s'en sert plus, on ne se saborde plus, on les vend. Alors, aujourd'hui, je vois très bien, dans des circonstances similaires, le conseiller technique énarque, bien sûr, des affaires étrangères, proposait qu'on vende la flotte à crédit à l'Éthiopie, parce qu'il sera tiers-mondiste un peu. L'énarque du budget proposera qu'on la vende cash à la Suisse. Et en arbitrage, à Matignon, l'énarque de Matignon fera décider qu'on vend la flotte au Paraguay. Et bien entendu, on relèvera de son commandement cet abruti d'amiral qui n'a pas su trouver un mouillage paraguayen. Voilà ce qui me faisait sourire. Bon, je suis content de vous avoir posé la question, parce que, au fond, vous venez d'apporter en quelques mots, vous venez de donner le ton de votre livre, qui est un livre extrêmement provoquant. Je crois qu'il a été écrit pour ça. D'abord, le sous-titre est un scandale en soi, puisque vous imaginez que l'Europe se réveille chrétienne et conquérante. Alors conquérante à la rigueur, mais chrétienne, ça c'est pas tolérable. Et puis en plus, vous avez le culot de commencer par une espèce d'oraison jaculatoire ou d'invocation jaculatoire du pape à Saint-Denis, en France, sous la pluie. Il avait dit n'ayez pas peur. Et il l'a répété plusieurs fois. Et vous le dites en italien, non abbiate paura. Nous a solennellement conseillé le bon pape. Alors un livre qui s'appelle Et si l'Europe se réveillait chrétienne et conquérante, et qui commence par une phrase du pape, déjà au départ vous n'allez pas être médiatisé, je peux vous le dire. Hein. À part Radio Cantoni, ça m'étonnerait que vous soyez invité dans beaucoup de télévisions. C'est vrai, je tiens à vous remercier. Alors ce livre, c'est un peu un délire
raisonnable, c'est un délire construit et intelligent. On pourrait dire que c'est un délire d'énarque. On a l'impression que, je veux pas vous insulter, mais on a l'impression que c'est un énarque qui a craqué. Est-ce que c'est un fond de vérité, ce que je dis là? Oui, non, craquer, non, mais il faut enfin, il y a de savoir... l'énarque là-dedans quand même. Oui, il y a de l'énarque, il faut savoir, c'est le fruit d'abord de 10 ans ou 15 ans de colère rentrée devant la frilosité, la légèreté de ce qui tient lieu de politique française. Et puis un peu, c'est le fruit aussi de certains numéros. Il faut savoir que dans les cabinets ministériels, lorsqu'on a préparé la note sur ce que doit dire ou ce que doit décider notre ministre, soucieux de demeurer ministre, soucieux d'être réélu le moment venu, eh bien, parfois on fait un peu comme ça des petits numéros le soir pour se défouler un peu de politique fiction, et où on élabore les décisions qu'on aurait pu prendre et que parfois on aurait dû prendre dans un autre contexte. Alors c'est un peu le fruit de tout cela. C'est un programme électoral de prince-président. Et ça commence par la phrase du pape, mais un peu plus loin, on parle de vrais chefs qui étaient pourvus d'un organe que je ne peux pas citer au micro de Radio Courtoisie, puisque c'est un mot... mais enfin, il paraît que quand on en a, on est plus courageux que quand on n'en a pas. Alors vous vous présentez en quelque sorte, votre personnage se présente, né en 1945 de mère allemande et de père russe inconnu, prince français par la volonté de mon père adoptif, je serai ce prince-président dont les Européens espèrent et pressentent l'avènement au rendez-vous de l'an 2000. Et vous continuez, cela pourra se faire par suffrage universel. Candidat populiste aux prochaines élections, j'aurai surtout contre moi le nébuleux et socialisant lobby des droits de l'homme. C'est peut-être encore un handicap en France. Partout ailleurs, ce serait plutôt la meilleure référence auprès des vieux habitants, des gens du pays. Il est probable qu'une campagne toute empreinte de franchise et de simplicité, axée autour de la transposition géniale de la méthode du Québécois Gilles Vigneault, gens du pays, c'est votre tour, 1000 fois reprise en cœur suffira à m'assurer la majorité des suffrages. Alors là, on voit qu'on entre dans l'utopie de plein pied, puisque ce prince-président russo-allemand et de nationalité française pense qu'il va être porté au pouvoir par le suffrage universel des vrais Français. Donc là, déjà au départ, il y a un malentendu. Mais une fois passé ce malentendu, c'est tout un programme, dites-vous. J'ai décidé de le développer un peu dans cet opuscule à l'intention de ceux qui savent encore lire et de ceux qui sont encore capables de participer à une réflexion politique hardie. Et puis vous ajoutez, pour bien montrer de quoi il s'agit, de ceux qui osent encore croire dans la mission civilisatrice de la chrétienté. Et ce qui est formidable dans ce petit bouquin, parce qu'il est bref, c'est que vous arrivez à parler de choses profondes en gardant une extraordinaire légèreté. C'est en cela que c'est un conte philosophique français. La légèreté du ton, le cynisme candide de certaines propositions font que c'est un livre très réjouissant. Alors, est-ce que c'est sérieux ou pas? Est-ce que vous pensez vraiment... parce qu'on peut dire que sous Pierre Châtillon-Saint-Hilaire se cache un personnage de la République. Est-ce que vous croyez vraiment que les solutions que vous proposez sont directement ou après aménagement des solutions sérieuses? Alors, je crois que ce qui était important, c'était d'essayer de proposer des solutions ou des semblants ou des commencements de solutions. Car ce qui est caractéristique dans notre vie politique et médiatique, c'est que généralement les problèmes sont assez bien posés, ou même parfois bien posés, mais les solutions, on n'en propose jamais, ou très rarement, ou qu'on ne propose jamais les vraies solutions. C'est-à-dire qu'on n'ose pas en réalité. Oui, ou les fausses solutions. Quand on connaît le drame, un continent que je connais, je crois connaître un peu, que j'aime beaucoup, l'Afrique, c'est navrant, voir ce continent qui part en quenouille, qui est ravagé par toutes sortes de choses, et les solutions qu'on propose, alors que la solution que vous proposez, c'est tout simplement recoloniser, disons les choses clairement. Je ne dis pas recoloniser, je propose, l'auteur propose de réadministrer l'Afrique. Et d'envoyer, effectivement, au lieu de commencer par envoyer des sacs de riz après les avoir collectés dans les écoles, commencer par envoyer, ce qu'on fait d'ailleurs parfois à quelques compagnies d'infanterie de marine, les laisser sur le terrain et les faire accompagner de quelques administrateurs corses et honnêtes. Et puis voilà. Et après,
le riz pourrait être convenablement cultivé sur place, par exemple. D'abord distribué. La culture du riz en Somalie, ça me paraît assez hypothétique. Surtout qu'ils ne mangent pas de riz, donc ça ne gênerait pas beaucoup. Mais enfin, je crois, la solution pour remettre l'Afrique d'aplomb est une solution militaire qui appelle la mise en œuvre de moyens militaires. Bon, il faudrait le dire. Merci beaucoup parce que vous proférez ces évidences terribles sur le ton de la conversation la plus courtoise. Ce qui est terrible, c'est que tout le monde est d'accord là-dessus, en réalité. Enfin, tous les gens sérieux sont d'accord sur le fait que... Non, la réalité est bien plus terrifiante que ça, car quand on dit les moyens militaires, on ne fera pas la guerre en Afrique longtemps avec nos armées de fils uniques. Et il faudrait bien utiliser la seule supériorité qui nous reste, l'utilisation du feu atomique, peut-être seulement du feu atomique tactique. C'est ça, devant l'ampleur des déséquilibres démographiques. Alors, vous dites ça pour tempérer votre discours, juste pour montrer quand même... Non, je dis que les solutions, quand on veut vraiment proposer les solutions, mais qui malheureusement risquent de s'imposer, il faut être outrancier, et c'est pour ça que l'auteur de ce livre, enfin ça apparaît, est un fou. Il vaut mieux le faire apparaître, mais après tout, l'irruption de la folie en politique, ça peut être une bonne chose. Alors si je peux me permettre de donner un conseil à vos lecteurs, à nos auditeurs qui vont devenir vos lecteurs, c'est de lire le livre. Ils n'auront pas de peine à le faire parce que c'est d'une lecture plus qu'agréable, goulayante, jusqu'à la page 109. Et à mon humble avis, la page 111 n'est pas la meilleure du livre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Parce qu'autrement, je trahirais le secret du livre. C'est la plus mal écrite, en tout cas, puisqu'elle est écrite par un médecin. Elle est écrite par un certain Théodore Zorn, et on peut facilement faire l'économie de cette page. Je crois qu'il y a un livre qui s'appelle un livre d'Agatha Christie, comme ça, qui est un roman policier, qui est merveilleusement construit, et dont la dernière page est un crime contre c'est un assassinat du lecteur, parce que tout l'édifice mental qu'on a construit pour comprendre ce livre est détruit avec la dernière page. Eh bien, c'est un peu le reproche que je ferai à cette dernière page. C'est une pirouette, oui. Mais les 109 premiers, alors c'est pas une pirouette, c'est une très très belle acrobatie. Bon, vous nous avez proposé des solutions pour l'Afrique. Pour l'automobile aussi. Hein. Vous avez aussi des solutions pour l'automobile, par exemple. Vous avez des solutions sur le chômage. Je ne sais pas si vous avez fait des propositions. Enfin, l'auteur. Oui, l'auteur, j'entends bien, c'est l'auteur. Oui. Voilà, donner à tous du travail. Comment fait-il ? Il fait. Faut rappeler, il rappelle que la guerre est nécessaire. La guerre va devenir nécessaire. Bon, quand la jeunesse fait la guerre, elle ne chôme pas. Déjà, ça réduit considérablement. Mais le problème, c'est qu'il n'y a même plus de jeunes, donc ça prouvera encore un petit peu. Et effectivement, il faudra donc une économie de guerre. Et en économie de guerre, ne serait-ce parce qu'il faut fabriquer des munitions, des approvisionnements. Des bateaux qu'on s'abordera le lendemain de la défaite. Oui, donc ça réduit considérablement le chômage. Et puis alors, il rappelle Jacques, car l'auteur tient Jacques Rueff pour le meilleur économiste de France. Et il rappelle la proposition ou la thèse de Jacques Rueff, comme quoi pour une large partie c'est l'indemnisation du chômage qui crée le chômage. Et l'auteur propose aussi de supprimer l'essentiel, et notamment le calamiteux RMI. Vous vouliez dire quelque chose, Jean-Jacques Antier ? Je disais que je demandais qui paiera pour faire la guerre, parce que vous savez, on avait reproché à Roosevelt d'avoir jeté l'Amérique dans la guerre après Pearl Harbor, et pour des raisons économiques, justement pour supprimer le chômage. Hein. Moi, ça me trouble, parce que je dis, cet argent, il va bien falloir le prendre quelque chose. Alors, finalement, est-ce que le RMI, quand même, ne coûte pas moins cher que de fabriquer des munitions qu'on va faire péter à la gueule de pauvres bougres qui préféraient peut-être rester chez eux? Oui, je sais bien que il y a une dimension sentimentale dans votre propos qui choque visiblement. Non, le technocrate glacé qui parle. Non, c'est l'auteur interné, enfin, de l'ouvrage. Qui n'a rien à voir avec un technocrate glacé. Si, il est un peu technocrate.
Mais les munitions actuelles sont chères, je sais bien, mais quand même, les 6 ou 7 milliards du RMI, ça représente déjà quelques missiles solaires ou terre-terre ou air-mer, vous voudrez. Et puis non, mais les grandes coupes à faire. Alors effectivement, les grandes coupes budgétaires à faire, car je pense qu'il faudrait effectivement, l'Europe serait bien inspirée et pas progressivement, très vite, de tripler son effort militaire. Je pense qu'il serait prudent, il serait de bonne méthode, les menaces étant ce qu'elles sont, les déséquilibres étant ce qu'ils sont, au sud, mais aussi à l'est, un peu partout. Il faudrait songer à tripler, je crois, la part du budget militaire, passer de 3% du produit du PIB à près de 10%. C'est ce qui a été fait aux États-Unis dans les années Reagan, et on voit l'échec aujourd'hui de cette politique qui a mené effectivement à la guerre qu'on attendait tous contre le tiers-monde ou contre les Arabes, qui était annoncée depuis Nostradamus et qui n'a pas donné les résultats qu'on annonçait, puisqu'elle a duré 5 jours. Donc, elle n'a pas duré assez longtemps, cette guerre. Selon l'auteur. Et le pauvre Bush a été renversé 1 an et demi plus tard, et Saddam Hussein est toujours en place. Oui, mais ça, vous savez, les chefs d'État vainqueurs qui sont mal remerciés, je ne suis pas un admirateur inconditionnel, l'auteur non plus, le prince en question n'est pas un admirateur inconditionnel ni de Rambo ni de Schwarzkopf, c'est écrit dans le livre. Oui. Il propose de laisser Rambo à la cinémathèque et Schwarzkopf dans les archives de la télévision. Ceci dit, un chef d'État vainqueur qui immédiatement est remercié. Il y a eu l'exemple de Churchill, il y a eu l'exemple de Clemenceau. L'histoire romaine, ni le dernier. L'histoire romaine en est pleine. Cela, c'est normal, mais il y a eu un autre problème donc créé par Reagan, c'est d'énormes déficits budgétaires. Faire des économies de guerre, ça suppose des déficits budgétaires de plus en plus conséquents. Écoutez, alors comment vous les financez? Est-ce que vous inventez l'argent comme on le fait en France maintenant, ou est-ce que... Non, mais alors, il faut prendre l'argent là où il est, ou là où elle est, comme disent les vrais politiciens. Là où il est, il faut tailler effectivement c'est pas sur les affaires culturelles, c'est pas en économisant sur les frais de fonctionnement de l'Opéra Bastille, bien qu'il y a peut-être des choses à faire en ce domaine, mais c'est pas avec ça qu'on financera pour l'essentiel. On va même tester les missiles, par exemple. Un effort de guerre, oui. Et donc il faut essentiellement tailler dans les gros budgets, celui de l'éducation nationale et celui qui est un gouffre. On va mettre toujours, quand je vois qu'on augmente de 10%, et on se flatte d'avoir augmenté de 10% le budget de l'éducation nationale, ça fera toujours autant d'analphabètes et de gens formés à aucun métier. C'est beaucoup plus cher. L'analphabète 92 est beaucoup plus cher que l'analphabète 52. Mais là encore, Reagan a taillé dans les dépenses sociales du welfare state au début des années 80 aux États-Unis et ça n'a rien donné. Non, mais je crois qu'il y a une petite confusion là. Je pense pas que Pierre Châtillon-Saint-Hilaire ait l'intention de ressusciter le programme Reagan. À mon avis, ça va un tout petit peu plus loin. Et j'aime bien, par exemple, l'idée de substituer le sou du soldat au RMI. Si vous voulez le sentiment de Pierre Châtillon-Saint-Hilaire sur les élections américaines, sur l'événement du jour, que le candidat Clinton l'ait emporté sur le candidat Bush, c'est l'affaire des Américains. Ce qui paraît. J'aime bien, par exemple, l'idée de substituer le sou du soldat au RMI. Si vous voulez le sentiment de Pierre Châtillon-Saint-Hilaire sur les élections américaines, sur l'événement du jour, que le candidat Clinton l'ait emporté sur le candidat Bush, c'est l'affaire des Américains. Ce qui paraîtrait sûrement préoccupant et qui appellerait des remarques de Châtillon-Saint-Hilaire, c'est que l'embusqué Clinton soit devenu le chef des armées américaines et que l'homme qui aura demain la responsabilité éventuelle d'envoyer à la guerre, donc pour certains d'entre eux d'envoyer à la mort des jeunes Américains, n'ait pas cru devoir accomplir son service militaire, faire la guerre quand il devait la faire. C'est tout. On peut très bien être sur ses terres autant qu'on peut, ne pas faire la guerre, et ensuite faire carrière dans ce que l'on veut, le commerce de la chemiserie, avocat d'affaires, pourquoi pas à l'extrême limite gouverneur d'un État, encore que là on peut déjà avoir à engager des forces,
mais sûrement pas le chef des armées et avoir la responsabilité d'envoyer d'autres à la mort. C'est ça qui paraît préoccupant dans le résultat des élections américaines, si vous voulez, le sentiment de châtiment. Mais ça, c'est parce qu'ils savent bien que les gens qu'on enverra à la guerre sont des professionnels et ce ne seront plus des appelés du contingent. Oui, je voudrais pas qu'on s'écarte, pour terminer, du fond du livre. C'est évidemment pas un livre, ça n'est évidemment pas un livre à prendre au premier degré. Hélas. C'est une formidable utopie. C'est, je l'ai dit, profond et léger. Et je crois que l'essentiel est contenu dans certaines propositions de base qui sont des titres de chapitres. Je les rappelle, j'ai dit tout à l'heure, il y a un chapitre par exemple qui propose de servir l'Empire, il y a un autre chapitre qui propose de croire en Dieu, ce qui me paraît une excellente idée. Il y a également un chapitre qui propose une chose absolument incroyable. Oui, aimer sa famille et habiter son village, et donner à tous du travail, je l'ai dit, consommer moins et vivre mieux sans hypocrisie, changer un continent perdu, ça j'avais dit ça à propos de l'Afrique, en une terre de mission retrouvée, et se doter de l'armement qui convient et oser s'en servir. Enfin, ce sont des propositions de simple bon sens, ce qui fait d'ailleurs qu'elles sont proférées par quelqu'un qui subit le sort que la funeste page 111 nous indique. En tout cas, il faut absolument lire ce livre. En plus, c'est un bel objet. Moi, j'aime beaucoup les livres qui sont de beaux objets. Alors, il est bien imprimé sur du joli papier grège. Il est de Pierre Châtillon-Saint-Hilaire. Ça s'appelle Apocalypse Charlie, et sous-titré « Et si l'Europe se réveillait chrétienne et conquérante ». Il est publié par les éditions de l'Aune, qui ont une adresse. Je la donne parce que je serais étonné qu'on le trouve à la FNAC, ce livre. On sait jamais, c'est périlleux, mais ce serait surprenant. Les éditions de l'Aune, c'est 27 rue du Dessous des Berges, 75 013 Paris. Pierre Châtillon-Saint-Hilaire, Apocalypse Charlie, les éditions de l'Aune, 27 rue du Dessous des Berges, 75 013 Paris. Ça vaut 45 francs, c'est-à-dire que si vous envoyez 60 francs, vous le recevez, j'imagine, franco, enfin pas franco, mais vous le recevez par courrier. Et ça vaut la peine, c'est un joli petit livre, aussi bien dans sa présentation que dans son contenu. Pierre Châtillon-Saint-Hilaire, merci, vous allez pouvoir retourner... Moi j'ai juste une question à lui poser. Oui. Il se veut prince-président, votre personnage, il se réclame d'un empire chrétien. Est-ce que vous avez pensé au Bonaparte ou à Napoléon III ? Non, nous sommes en Europe. Hein. Il est très européen, puisqu'il est de mère allemande, père russe, d'éducation française. Chrétien, oui, il est chrétien parce qu'il est européen, mais il dit bien lui-même qu'il sera peut-être obligé. Je suis pas sûr qu'il croit tellement en Dieu. Il le dit d'ailleurs. Il recommande aux autres de croire en Dieu, mais il sait que c'est difficile de croire en Dieu. Il le dit. Évidemment, c'est très difficile de croire à la résurrection de la chair. Enfin, il envisage peut-être. Il n'a pas très confiance en notre Église, en nos Églises européennes, notamment l'Église catholique française. Et il envisage de devoir recréer, éventuellement, de devenir le chef d'une nouvelle Église gallicane. Donc, dans un deuxième temps. Alors. Dans un deuxième temps. C'est le grand monarque. Merci, en tout cas. Je vais y arriver. Pierre Châtillon-Saint-Hilaire, merci d'être venu vous présenter ce livre. Et puis peut-être dans l'avenir, suite des aventures du prince-président. Et nous écoutons Pom 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 Pom. Marc Burgard, vous êtes de passage à Paris, vous vivez habituellement ? Hélas, ou tant mieux, je ne sais pas, au Brésil. Mais je partage mon temps avec le Paraguay, qui est un drôle de pays. Vous traversez à la nage ou... Non. Ah non, je viens en voiture, en avion. Non, mais je parle entre le Brésil et le Paraguay. Alors, je vous présente. Vous êtes d'origine alsacienne. Votre grand-père, il y a un problème de Larsen. Là. Je ne sais pas, monsieur Larsen nous rend une petite visite. Non, bon, on va voir. Votre grand-père alsacien a quitté l'Alsace au moment de l'annexion pour ne pas devenir allemand. Votre père, Raymond Burgard, a trouvé un autre moyen un petit peu plus radical pour ne pas devenir allemand. Lui, il a fait de la résistance. Il a été décapité à la hache. Pour cette résistance. Ça vous a pas empêché d'ailleurs à 17 ans de vous-même entrer dans la résistance en rejoignant le réseau Samson. Vous avez, après avoir participé à la fameuse manifestation de l'Étoile. Puis vous finissez la guerre dans la première armée. Vous y ramassez, si j'ose dire, la croix de guerre, la Légion d'honneur. Ça c'est des détails. Oui, mais enfin, ça permet de vous présenter. C'est quand même intéressant. Et puis donc à cette époque-là, tout va bien pour vous. Enfin, vous retrouvez maître de conférences à sciences politiques, donc vous êtes promis au plus bel avenir. Vous auriez pu devenir
devenir ministre du général de Gaulle, sauf que en 63, vous publiez un livre qui est intitulé L'économie des mandarins, et qui vous vaut d'être qualifié de nazi. Et qui rejoint de très près d'ailleurs certaines idées de M. Geoffroy Saint-Hilaire, que j'écoutais avec beaucoup de... Chatillon, oui, pardon. Que j'écoutais avec beaucoup de plaisir tout à l'heure, parce que, effectivement, je pense que nous devons à M. Debré, et hélas au général de Gaulle, la constitution d'une caste administrative qui a au fond sclérosé le pays, parce que ils croient avoir la vérité infuse, et ils ne veulent pas voir les réalités. Et alors, pour comble de carriérisme, vous optez pour l'Algérie française. Ah ça. Ce qui fait que, ayant voulu l'Algérie française plutôt que la France algérienne, il y a un moment où vous vous retrouvez en Amérique du Sud, au Brésil, où vous avez la paix. Mais pas la paix intérieure. Quelle paix. C'est un pays, vous savez, le Brésil a été une illusion. J'ai connu le Brésil du temps des militaires, qui était un pays sérieux, à peu près sérieux, un pays un peu, comment dire, avec quelques idées fausses, parce qu'ils ont fait du socialisme, les militaires. Ils ont fait de l'étatisme, en fait. C'est aujourd'hui ce qui paye la note. Mais enfin, c'était un pays à peu près sérieux. Et au nom de la démocratie, on a donné le pouvoir, il y a 5 ans, à une bande, Perapado, ça veut dire de porteurs les carpetbaggers, les Américains appelaient les carpetbaggers, qui sont arrivés avec une seule idée: comment s'enrichir et vite. C'est ça qu'on appelle la démocratie au Brésil. Et c'est une chose très intéressante. Une des premières mesures prises par le président Collor, et nous sommes loin de notre livre, mais quand même très intéressant, ça a été de supprimer le SNI, le Service National d'Information, qui était au fond les moyens d'informer sur toutes les turpitudes, et Dieu sait que son nom est légion, les turpitudes brésiliennes. Alors, n'ayant plus peur d'un dossier caché, les politiciens brésiliens s'en donnent à cœur joie. C'est pas comme en France. Alors justement, il y a un côté, je dirais, comique dans la tragédie personnelle que vous vivez. Vous êtes en France, vous dites c'est pas possible, c'est un pays pourri, corrompu, on peut pas rester dans ce pays-là, et vous allez au Brésil. Il n'est pas mieux. C'est quand même pas une réussite. Il n'est pas mieux. Mais peut-être que l'aspect positif de cette expérience douloureuse, c'est un livre intitulé Les taxis et les anges, et dont le contenu le sous-titre est Essai sur l'Empire secret. Et la présentation je pense qu'elle est de Malerakis, nous dit que cet essai sur l'Empire secret déplaira à tous ceux qui se servent de la France et dédaignent de la servir. Alors, première question, qu'est-ce que c'est que les taxis, qu'est-ce que c'est que les anges? Les taxis, c'est une allusion, c'est un titre racoleur, je l'admets. Les taxis, c'est une allusion. Les taxis, c'est une allusion au taxi de la Marne, parce que j'ai trouvé de Monsieur Dutour, j'ai trouvé que c'était un beau livre, c'était un hymne au courage, à la volonté, etc. Et puis je me suis toujours demandé comment le monsieur qui a écrit les taxis de la Marne a pu devenir un écrivain officiel, accepter toutes les turpitudes sans s'indigner. Bon, ça c'est une première chose. Quant aux anges, c'est le sexe des anges dont discutaient les hiérarques byzantins avant de se faire couper le leur par les Turcs. Pardon madame, etc. Et je pense que il y a dans nos sociétés, il y a un peu de ça. On discute, nous avons les meilleurs sophistes, les plus brillants, les plus étonnants du globe et peut-être de l'histoire, parce que nos sophistes sont extraordinaires, mais ils ne veulent pas voir les réalités. Alors, je vous en prie, non. Alors, l'Empire... Voilà, j'allais vous demander ce que c'était que ce fameux Empire secret. L'Empire secret, c'est une constatation, au fond, moi je n'ai rien inventé d'extraordinaire, mais à force d'avoir roulé ma bosse, je me suis rendu compte que, premièrement, on nous racontait des histoires, deuxièmement, et ça sans avoir la capacité d'historien, le travail qu'a fait M. Antier, on nous raconte des histoires. Et deuxièmement, la plupart des gens pensent qu'il y a une évolution des sociétés, que les choses se passent comme ça, parce que c'est un cycle. Moi je pense que si c'était vraiment un phénomène spontané, il y aurait action puis réaction. Parce qu'il y a les modes, une année c'est les robes longues, les jupes longues, et puis l'année d'après c'est les jupes courtes. Il y a toujours des changements. Or, ce qui m'a frappé, c'est la continuité dans une certaine depuis 2-3 siècles, en tout cas, dans la mesure où on peut déterminer. Il y a une sorte je pourrais dire de contre-religion, de contre-éthique, qui détruit petit à petit les structures de nos sociétés, la mentalité de nos sociétés, et je ne pense pas que ce soit le fait du hasard. Je crois qu'il y a un groupe d'hommes qui
avec de gros moyens, petit à petit modifie les manières de penser. Et avec une habileté, une continuité, un cynisme absolument remarquable. Je pense qu'une de leurs premières choses, je n'avais pas lu par exemple le livre Vaticano quand j'ai écrit le mien, ils ont pénétré l'Église. C'est un drame, c'est un vrai drame de nos sociétés. Et il y a une évolution, pour différentes raisons, et notamment le putsch qui a renversé le général Stroessner, je n'ai pas pu aller qui m'a coûté très cher, je n'ai pas pu aller en France pendant 3 ans. Eh bien, j'aime bien la France. Je suis atterré de voir comme on abîme ce pays. On l'abîme physiquement et moralement. Et ça, c'est très triste. Or, je crois que au fond, des choses, tout est remédiable à condition de vouloir d'abord reconnaître les faits. Mais maintenant, on arrive dans le tabou, plus un tabou, plus un tabou, plus un tabou. Vous voyez, ça c'est désolant. Cet empire secret, ou que d'autres appellent l'empire invisible, c'est une espèce d'organisation consciente. Qui petit à petit, au nom de la défense de la dignité des droits de l'homme, impose des vues. Alors, vous voyez, il y a une chose qui est tout de même très, très intéressante, c'est que maintenant en France, beaucoup de gens commencent à se poser la question de la trilatérale. La trilatérale n'est qu'une émanation, ce n'est pas du tout une chose définie. Alors, tout de même, il y a des gens qui se disent c'est quand même étonnant. Tous les présidentiables français, en fait, sont membres d'une organisation qui est qui se reconnaît officiellement commandée par l'étranger. D'ailleurs, je vous arrête un instant parce que cette notion de présidentiable, il faut quand même la tirer au clair. Parce que on dit, par exemple, en France, on entend dire M. Barre est présidentiable. Mais M. Barre, quand il se présente à des élections, il fait 2,4% des voix sur le territoire français. À Lyon, il fait une petite majorité, il fait 34%. Mais en France, bon. En revanche, M. Le Pen, pour prendre cet exemple au hasard, lui n'est jamais cité parmi les présidentiables, alors qu'il fait 8 fois plus que M. Barre en termes de voix. On dit que M. Léotard est présidentiable. Moi, je pense que M. Léotard, il est présidentiable s'il y a la présidence du cirque Amar qui est mise en jeu. Mais pour ce qui est du pays, je serais très étonné qu'il ait l'envergure pour être président. Donc, on voit bien, là, ça commence, que l'empire invisible ou l'empire secret décrète que tel doit être qualifié présidentiel. Absolument. Clinton est à la trilatérale depuis l'an dernier. Depuis l'an dernier, Bush en était, ils en sont tous, c'est tout. Ouais. Alors, il y a vraiment un centre. Et on parlait je pense que la maçonnerie est une des ramifications de ce pouvoir. Je ne dis pas que ça soit elle, je n'en sais rien. Moi, je cherche encore et je ne sais pas si j'arriverai à trouver. Mais, par exemple, il est très intéressant de savoir qu'au Brésil, le pouvoir politique est dans les mains de la maçonnerie et le pouvoir, je dirais, criminalo-policier est dans les mains de la mafia. Et mafia et maçonnerie dans ce pays, c'est pareil, c'est comme en Italie. Alors là, il y a un point intéressant, un livre remarquable qui s'appelle « À qui profite la cocaïne » et qui montre les accointances entre les trafiquants de drogue et les services secrets anglais, le SAS, le Mossad israélien qui contrôle 17 services secrets dans les pays d'Amérique du Sud, alors que c'est soi-disant être censé un continent d'anciens nazis, mais c'est le Mossad qui le contrôle. Et il y a également la CIA qui a contrôlé ce continent depuis la guerre. Écoutez, l'Estado de São Paulo disait, il n'y a pas longtemps, et c'est un journal sérieux, c'est Le Monde brésilien, si l'on peut dire, disait que, tout le monde le sait, le président du Paraguay actuel, que je ne nommerai pas parce que moi j'y vais de temps en temps, mais enfin tout le monde fera la leçon, est le chef du narcotrafico, et c'est vrai, du trafic de drogue, et c'est exact, mais comme ça, les États-Unis le tiennent. Il fait exactement ce que veut l'ambassade américaine. Il est aux ordres. Et le jour où on en aura assez, on l'a. Alors, on est là dans le cœur de votre livre, si j'ose dire. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure que c'est un livre d'humeur, mais en réalité, c'est bien plus que ça. Parce qu'un livre d'humeur, bon, c'est une espèce de logorée ou de comment dirais-je, de catharsis. On vide son sac et puis on s'en va content. Là, c'est pas du tout le cas. Ce qui est frappant dans ce livre, c'est qu'il y a une accumulation d'informations et d'exemples qui est très très surprenante pour quelqu'un qui vit sur une autre planète, parce que le Brésil, c'est évidemment une autre planète. Or, vous avez une connaissance très pointue, très précise de la réalité quotidienne. Alors, vous lisez les journaux français, là-bas, vous vous tenez informé en permanence. Ah oui, en permanence. Mais vous les lisez avec un œil très, très pointu, hein.
Non, je les lis, bien sûr, j'essaye. Moi, je reste encore français. On m'a demandé ce matin, d'ailleurs, c'est amusant, j'ai besoin d'un certificat de nationalité. Vous pouvez pas savoir comment dirais-je, les obstacles qu'il faut pour avoir un certificat de nationalité. Merci, je sais très bien. Ah, vous le savez. Mais encore, vous avez la chance de vous appeler Burgard. Oui. Et que je peux vous dire que quand vous vous appelez De Becquet, c'est pas du gâteau. Bon. Et alors, pour ce certificat de nationalité, tous les obstacles que l'on m'a fait, j'ai pu constater, si vous voulez, l'hargne de l'administration. Et il y a une chose que je dirais pas parce que ça mettrait en cause des personnes, mais on m'avait dit dans un consulat, si vous appeliez je ne sais quoi, ou je ne sais quoi, vous l'auriez tout de suite en un quart d'heure. Mais vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, pardon de... Alors, je crois qu'on ne peut pas faire mieux que de conseiller aux auditeurs de lire votre livre, parce que chaque fois que je l'ouvre, je tombe sur une information, un regard nouveau sur le sujet évoqué, par exemple à propos de la démocratie. Vous écrivez... la phrase, c'est la meilleure. Nous tombons, le Christ n'a pas dit qu'il fallait être démocrate, il a choisi Pierre comme son successeur, et sans recours, il n'a pas fait appel à l'Assemblée des fidèles, ou même au choix des apôtres. Nous avons lu, sans en avoir noté l'origine, cette idée intéressante que la décadence de la papauté a commencé quand les papes furent élus par les cardinaux au lieu de choisir leurs successeurs. Mais selon la religion démocratique, M. Fabius serait plus près du ciel que Saint Louis. On comprend mieux les insultes, la marginalisation qu'en toute charité chrétienne, nos excellents sont réservés et réservent aux tenants de la foi traditionnelle, qu'il s'agisse de l'abbé de Nantes ou de Monseigneur Lefebvre. Intéressante à propos de ce dernier, cette sorte d'unanimité de la presse. À aucun moment au Paraguay conservateur où l'Église est puissante, le problème n'a été posé dans des termes simplement honnêtes. À aucun moment le lecteur moyen n'a pu se rendre compte qu'il ne s'agissait pas de la rébellion d'un vieux réactionnaire qui n'admettait pas le changement des rites, mais de l'angoisse d'un prélat voyant se détourner le sens même de la religion qu'il devait défendre. Voilà, on a ce regard. Alors on voit à quel point la manipulation est gigantesque, puisque même au Paraguay, à l'époque de Stroessner, j'imagine, l'affaire Lefebvre a été traitée conformément au modèle donné par ce que vous appelez l'Empire secret. Mais l'action de l'Église catholique, enfin d'une aile de l'Église catholique en Amérique du Sud est absolument effrayante. Ce sont eux qui encouragent les invasions de terre. Or, croyez-moi, les invasions de terre, elles ne vont pas voir. Par un concours de circonstances, j'ai une grande étendue de terre dans plein désert là-bas. Mais c'est un concours de circonstances, parce que je voudrais bien les vendre et ça vaut pas cher. J'ai pas d'invasion là-bas. Pourquoi ? Parce que ce sont des terres difficiles, parce que il y a des moustiques, parce qu'il y a des mouches, parce qu'il y a des onces, il y a des loups, etc. On met, tandis qu'on groupe les invasions de terre le long des... s'il y a un amateur, très bien. On les groupe le long de propriétés cultivées. Parce que c'est ça qu'on veut. Et généralement, c'est un gros propriétaire voisin qui envoie les squatteurs menés par les curés prendre les terres du voisin, surtout si c'est un Allemand, un Japonais, etc. Avec les Japonais, ils ont des difficultés. Les Japonais n'aiment pas prendre leurs terres. Et puis après, les squatteurs revendent les terres aux propriétaires moyennant petite indemnisation. C'est du vol pur et simple, c'est la spoliation, et les curés n'ont rien à voir à faire. Pardon, je m'excuse. Oui, on dit encore du mal. Ça va devenir l'émission la plus anticléricale de toutes les radios libres. C'est une parenthèse, donc je m'excuse. Merci Marc Burgard. Les taxis et les anges, essai sur l'Empire secret aux éditions du Trident. Alors on connaît tous l'adresse, c'est 27 rue de l'Abbé Grégoire. Chez l'ami Malia, 27 rue de l'Abbé Grégoire. Voilà. Merci beaucoup. Et merci de m'avoir reçu et d'avoir donné l'occasion d'écouter des gens très intéressants, que ce soit M. Antier, que M. Saint-Hilaire, Chatillon-Saint-Hilaire. Mais vous allez encore pouvoir entendre quelqu'un de très intéressant qui va vous faire une revue, qui s'appelle Gauthier Guillet, et qui va nous faire sa revue mensuelle de la presse, puisqu'il était absent la semaine dernière et qu'il est absent par compensation cette semaine. Donc Gauthier Guillet, qu'avez-vous relevé ce mois-ci dans la presse qui pourrait intéresser un Paraguayen, un brésilo-paraguayen comme M. Burgard, de passage à Paris. Est-ce que vous avez de l'or ?
Parce que la célèbre chanson « Je suis brésilien, j'ai de l'or », vous n'avez pas dit ça? Non. D'ailleurs, on a eu 2 plans financiers qui ont tout pris. Charlet et puis Collor. Ouais. Ils ont tout pris. Décidément, tout fout le camp. Hein. Bah oui. Même les Brésiliens n'ont plus d'or. Gauthier Guillet. Je suis pas sûr que ce qu'il y a dans la presse ce mois-ci vous passionne, mais enfin, on va essayer quand même. Je voulais d'abord, avant tout, saluer la persévérance et puis remarquer le courage de Bernard Langlois. Vous savez, Bernard Langlois, c'est monsieur qui fait un nouveau politiste tous les 15 jours. Tous les 15 jours, vous exagérez un peu. C'est toutes les semaines, alors. Mais je crois que j'ai calculé que... c'est le 7e coup, là. 7e? Il me semble, oui, non. J'en avais compté que 4, moi. Ah, je pêche par optimisme. Mais alors, je remarque, donc, ce monsieur, Bernard Langlois, dirige un journal qui s'appelle Politis. Alors, je vois que vous êtes un vrai journaliste d'investigation, puisque vous connaissez Politis, vous savez ce que c'est, vous faites partie de cette infime minorité de Français. Je suis le lecteur de Politis. J'avoue. Oh, il doit bien y en avoir 5 ou 6. Il faut peut-être expliquer aux auditeurs, Politis c'est un journal assez luxueux, enfin, ça ressemble un peu à l'Express, hein, au point. C'est plutôt l'extrême gauche, je crois qu'il ne serait pas choqué que je dise ça. Ce journal présente la particularité d'avoir fait faillite, alors je croyais 4 fois, vous me dites 7. Non, mais c'est possible. Et d'ailleurs, je ne devrais pas dire Politis, je devrais dire le nouveau Politis. Ou encore, je sais pas, le nouveau Politis. C'est le nouveau. C'est le titre. Et alors, Bernard Langlois fait très fort, puisque il n'est absolument pas désespéré apparemment par ces faillites successives. Un directeur de publication normal arrêterait, changerait la formule, pas du tout. Non seulement il recommence, mais il fait encore mieux, et là je suis vraiment admiratif, il lance non pas un Politis, mais 3 Politis. C'est-à-dire qu'il finance. Puisque vous dites qu'il a que 6 lecteurs. Tout de suite, des questions désagréables. Écoutez, Jean-Jacques Gaultier, il y a de la publicité. Il y a de la publicité, et puis peut-être qu'il fera faillite. Il y a de la publicité, du tabac, de la SNCF, des assurances, le groupe. Tiens, comment vous le savez, vous le lisez? Oui, c'est bien la preuve. Alors, il y a Politis l'hebdo, hein, depuis que ça continue. On en est au numéro 205, je sais pas comment. Il y a Politis le mensuel, qui est mensuel, comme son nom l'indique, à peu près. On en est au numéro 6. Et puis, là, vient de paraître Politis la revue, qui est, je sais pas, enfin, c'est hiver 92. Ah bah ça doit être saisonnier. Oui, trimestriel, un truc comme ça. C'est très bien. C'est très bien, et comme si ça ne suffisait pas, d'ailleurs, dans Politis le mensuel, il y a un 4e journal, qui est le journal des lecteurs, qui est fait par les lecteurs eux-mêmes de Politis, ce qui prouve que les lecteurs de Politis sont vraiment formidables. Non seulement ils savent lire, et ils lisent beaucoup, mais en plus ils savent écrire. Ils font un beau journal. Alors, j'ai calculé que si Politis fait faillite comme ça, à chaque fois que Politis fait faillite, Bernard Langlois triple le nombre de ses journaux en 5 ans, c'est-à-dire au bout de 5 faillites, il aura quand même 1024 titres. Ce qui fait quand même le plus grand empire de la presse d'Europe. Et Arsan est enfoncé, Axel Gans, n'en parlons pas. Axel Gans est dans la luzerne. Voilà. Ouais. C'est merveilleux. Bon, alors maintenant le problème c'est que, et là peut-être qu'Axel Gans peut dormir tranquille, tous les articles sont pas intéressants. Par exemple, j'ai cité... Tous les articles ne sont pas intéressants ou tous les articles ne sont pas intéressants? La vérité est entre les deux. Non, j'avais noté deux articles dans la revue Politis. Je les cite pour les insomniaques, pour ceux qui ont des problèmes pour s'endormir, ils peuvent acheter donc la revue Politis. Il y a, par exemple, Écosocialisme et mouvement ouvrier, thèse pour une pratique. Pour une praxis, ils auraient dû dire. Là, ils ont raté l'occasion, c'était le moment ou jamais. Oui, c'est vrai. Et il y a après, et c'est justement sur la praxis marxiste, il y a prendre parti pour une sociologie historique du PCF. Oui, ça, moi je suis assez d'accord, au fond, finalement. Je trouve qu'on ne prend pas assez parti pour une sociologie historique du PCF. Finalement, quelque part, oui, c'est ça. Il faudrait quand même s'y mettre. Hein, bon. Alors, il y a d'autres sujets aussi brûlants et passionnants? Il y a plus rigolo quand même. Il y a plus rigolo, j'ai lu dans Challenge. Très fort, là. Challenge, c'est une émanation du Nouvel Obs, je crois. Ouais. Je suis pas sûr. De Perdriel. Ah non, on n'est plus dans le nouveau Politis. Ah, mais je me suis endormi moi après. Vous savez qu'il aurait dû nommer Jean-Pierre Bloch à la tête du nouveau Politis. C'est pas tout à fait la même pu être édité à Baden. Voilà. Alors donc là, vous nous parlez de Challenge. Bah oui, Challenge, c'est donc dire défi en quelque sorte. Ah, c'est donc ça. Oui, voilà. Alors, comme il y avait déjà un journal qui s'appelait Défi, celui-là, ils l'ont appelé Challenge. Beaucoup d'imagination. Et ils ont sorti ce mois-ci un grand dossier sur les francs-maçons.
Alors je me dis, chouette, on va enfin tout savoir. D'ailleurs, c'est marqué sur la couverture, le vrai pouvoir des francs-maçons. Ah là là. Le vrai pouvoir des francs-maçons. Alors, hop, enfin on va tout savoir. Ciel, je suis découvert. Et je lis, en fait, faut pas se tromper. Ils disent pas comme ça. Il ne faut pas se tromper. Oui, parce qu'eux, ils savent causer. Bien sûr. Les loges ne sont pas des cabinets occultes. Pas du tout. Les frères ne sont pas du tout les tout-puissants de l'ombre. Non. Il y a absolument, la franc-maçon ne présente absolument aucun risque pour la démocratie. D'ailleurs, preuve, c'est que sur 40 ministres, il y en a à peine 14. Oui. Et alors, on apprend quand même au fil de l'article que, c'est vrai, la franc-maçonnerie n'est pas une menace pour la démocratie, mais on apprend que les hommes politiques de toute tendance s'entendent comme larrons en loge, que les étiquettes politiques c'est de la rigolade, que toutes les grandes lois ont été préparées dans des cercles de réflexion maçons, et même parfois, nous dit Challenge, l'exposé des motifs des lois au mot près a été rédigé en loge. Donc, les lecteurs de base que vous êtes, Serge Beketch, oui, les lecteurs de base découvrent avec stupéfaction que les élections c'est du bidon, que les partis politiques font semblant de s'opposer, que toutes les lois importantes sont préparées à l'avance et en dehors des institutions républicaines. En effet, Challenge a raison. La franc-maçonnerie ne menace pas la démocratie. La démocratie n'existe pas. Vous aviez tout à fait raison de penser que vos propos pouvaient ne pas intéresser Marc Burgard, parce que comme c'est exactement ce qu'il écrit dans Les Taxis et les Anges, pour lui, on ne peut pas dire que ce soit une révélation. Ça lui fait de la concurrence. Voilà. Il est très mécontent de ça. Alors bon, en tout cas, je ne sais pas ce qui menace la démocratie, mais maintenant je sais ce qui menace la France. C'est la démocratie. L'immigration. Ah pardon. C'est l'immigration. Alors, attention, là, vous allez avoir des problèmes. Non, c'est pas moi qui le dis. Ah bon. Je vous rassure, c'est pas moi qui le dis. C'est le Nouvel Observateur, l'Express et le Point, en cœur, enfin en canon devrais-je dire, parce que le Point l'a fait avec une semaine de retard. La semaine prochaine, ce sera sans doute l'événement du jeudi. Ils font tous un éditorial sur le thème l'immigration, c'est un grand danger. Incroyable. Et je voudrais dire une chose, c'est qu'on se plaint que la presse nationaliste est en mauvais état, mais c'est que le restant de la presse lui a piqué tous ses thèmes. C'est ça, si dans l'Express ils se mettent à faire du minute la France, où va-t-on? Ils nous ont tout piqué. Jean-Daniel va ils nous ont volé loin. Nos lecteurs. Jean-Daniel va encore plus loin, mais vous n'allez pas vous en plaindre quand même. C'est plus. Non, ces lecteurs-là, ils sont aussi bien à l'Express que chez nous. Alors donc, l'immigration, monsieur. Et là, Jean-Daniel va plus loin. Il a trouvé la solution contre l'immigration. Si, c'est la nation. Ah bah oui, c'est pas cool. On se demande où aller chercher des sauces pareilles. Il est fort. C'est formidable. Alors Jean-Daniel nous le dit, je cite Jean-Daniel, un État multicommunautaire faible ne peut intégrer. L'intégration suppose une nation forte, sûre d'elle-même, certaine de son avenir. Le Pen. Il va même jusqu'à citer, non pas Le Pen, mais Ernest Renan. Il a hésité entre les deux, il s'est dit Renan, ça fait plus sérieux. Il était à la mode en ce moment. Jolie phrase. Alors, ce qui est bizarre quand même, c'est qu'il y a 2 mois, il disait absolument le contraire. Il disait la nation s'est dépassée, le nationalisme c'est évidemment un danger, et Maastricht c'est l'avenir. Mais il a toujours beaucoup aimé Régis Debray. Donc il reprend les thèses de Régis Debray qui oppose le républicain au démocrate. Oui. Le républicain étant le laïcard de la Troisième République et le démocrate étant l'américain cosmopolitique. Il ne reprend pas les thèses de Régis Debray à chaque fois. Pendant le débat sur Maastricht, il ne reprenait pas les thèses une fois oui, une fois moi non. Je me dis que il a des excuses quand même, parce que c'est quand même pas facile de chaque penser. Semaine, voilà, de penser. surtout de dire aux autres ce qu'il faut penser. C'est ça qui est difficile. Aux autres, il faut penser. Bah oui, alors, surtout en étant pris au sérieux, parce que le lecteur moyen du Nouvel Obs, il est quand même soumis à un régime un peu dur, peut-être. Il y a un autre grand danger. Il faut passer très vite sur les c'est important, il faut que les auditeurs le sachent. Il y a un autre grand danger qui menace la France. La démocratie Non, tout qui menace tout. C'est la démagogie. Là, c'est Jean-François Kahn qui nous le dit. Heureusement, Jean-François Kahn très courageusement nous prévient. Et il nous dit, d'abord, qui sont les démagogues. Alors, les démagogues... Des noms. Il y avait en avoir un. Je vous en citerai qu'un, mais c'est le plus important. Mais d'abord, il faut définir les démagogues. Les démagogues, ce sont ceux qui mobilisent les petits contre les gros. Vous vous rendez compte? Osez faire une chose pareille. Incroyable. Ce sont ceux qui pratiquent la dénonciation obsessionnelle de la technocratie. Les requins sont sous la menace des poissons rouges. Vous faire une chose pareille, vous dénoncez la technocratie quand même. Défendre les petits comme contre les gros, ça a commencé avec Jésus-Christ. Et puis aussi, il y a quand même les chauvins et les xénophobes. Ça faisait longtemps quand même. Oui, ça, je me demandais quand on allait commencer à parler de nous. Alors, vous allez me dire qui est le pire des démagogues. Cherchez bien, c'est... Le Pen. Bravo. Incroyable. Vous êtes très fort. Je suis brillant. Je m'étonne moi-même. Vous aviez peut-être lu l'article avant. Ma perspicacité m'étonne. À vrai dire, c'est quand même tellement acquis, tellement indiscutable pour Jean-François Kahn qu'on n'a pas vraiment besoin de l'expliquer. C'est comme ça.
Jean-François Kahn effleure quand même, pour les crétins comme moi, une explication. Pour ceux donc, qui se demandent pourquoi Le Pen est le plus démagogue, c'est parce que Le Pen agite les grandes peurs des fins de millénaire. C'est Kahn qui nous le dit. Alors, pour ceux vraiment qui ne comprennent pas, ceux au fond de la classe qui n'écoutent pas bien, j'explique encore un peu mieux. Supposez un homme politique qui... Ça, c'est moi qui explique, la pensée kahnienne. C'est un homme politique qui, disons, en 85-86, dit « Attention, le sida est un grand danger, presque tous les séropositifs vont contracter la maladie, il faut prendre des mesures fermes d'urgence. » C'est un... démagogue. Bravo. Prenons un autre homme politique qui nous dit « Pas du tout, aucune inquiétude, il suffit d'acheter des préservatifs, enfin de les mettre, et d'ailleurs à peine 10% des séropositifs auront le sida. » C'est un imbécile, non c'est un démocrate pardon celui-là. C'est un ministre. C'est un ministre, c'est vrai. C'est un peu fine de voilà, c'est simple. On a donc une nouvelle définition de la démagogie. Moi avant, si j'en crois le Robert, démagogue c'était politicien qui flatte les masses pour obtenir ses faveurs, bref, qui dit ce que tout le monde veut entendre et ne prend pas de risque. Maintenant, on a démagogue, c'est un monsieur qui annonce les catastrophes avant qu'elles ne se produisent, au risque d'être insulté et de se rendre impopulaire. Voilà, c'est ça. Bon, on n'aura pas perdu notre soirée. On sait maintenant ce que c'est qu'un démagogue. Vous avez encore 2-3 minutes pour nous parler de... Vous voulez que je vous parle en... Si, on a 2-3 minutes. On ne va pas faire d'annonce. Il n'y a pas d'annonce d'ailleurs à faire. Donc il faut nous parler de ce que vous allez faire ce week-end quand même, en 2 mots. Et vous voulez pas que je vous parle de Nostradamus? Parce que ça, très vite alors, parlez-nous de Nostradamus. Alors je passe très vite. Il y a dans Ici Paris, il faut absolument lire ça. Il y a les pronostics de... je ne devrais peut-être pas dire pronostics, les prophéties de Nostradamus, enfin de Jean-Charles de Frontbrune en fait, pour les années qui viennent. Alors on sait que la peste brune va envahir l'Europe, que le prochain, sauf apparemment le Vatican, parce que le prochain pape sera juif. C'est essentiel. Et oui. Et surtout, on apprend une chose incroyable, ce qui quand même un peu gâche un peu ces prophéties, parce qu'on n'y croit pas vraiment du coup. Figurez-vous que Nostradamus prédirait que bientôt les hommes politiques deviendraient corrompus. Non. Et là, je crois que c'est quand même... C'est n'importe quoi. C'est vraiment pas clair. Ces voyants sont vraiment n'importe quoi. Vous vouliez que je vous dise ce que je fais ce week-end? Écoutez, parce que vous ne m'avez pas invité à la campagne, j'organise dans le cadre de la fête des Bleu, Blanc, Rouge au Bourget une sorte de petit salon de la bande dessinée. Dans lequel il y aura des auteurs qui viendront dédicacer. C'est que je suis toujours embêté parce que comme j'ai pas la liste là, je vais en oublier, ils vont se vexer. Il y aura Dimitri qui reviendra d'Allemagne spécialement pour ça, qui viendra donc dimanche assez tard. Oui, il revient en avion. Dimitri, c'est l'auteur, le célèbre auteur de la série sur le goulag. Il y aura Greg, l'auteur d'Achille Talon, qui va venir dimanche aussi, et puis d'autres auteurs comme Laureau. Il y a Serge Dalins qui n'est pas un auteur de bande dessinée, mais il y a certains de ses ouvrages qui ont été édités en bande dessinée. Il y a une personne qui est un spécialiste de la bande dessinée ancienne, c'est Roland Buret, qui fait un ministère de l'Intérieur. Il y a bien sûr Jean-Claude Faure, la revue de Lorraine Populaire, mais je les cite pas tous, d'ailleurs je vais me faire engueuler là. Oui, ça y est, c'est déjà fait. Vous avez été déjà foudroyé par le regard de Victoria qui a moins de douceur que sa voix. Je ne dis plus rien. Je souffre. Avant de se quitter, une devinette qui est proposée par notre ami Jean-Pierre Tardif. Le secrétaire général du Quai d'Orsay, parlant au nom de M. Dumas, a fait l'éloge de M. Durossel, auteur du 12e volume des documents diplomatiques français, année 58, tome 1. Il a parlé de Matière et mémoire de Gaston Bachelard. Trouvez l'erreur. Si vous trouvez l'erreur, vous nous écrivez, vous avez gagné le droit d'écouter l'émission de la semaine prochaine. En attendant, que Dieu nous garde.